Monsieur d'Angrémont, Veolia est peut-être d'abord moins connu comme une source d'information sur la sobriété énergétique que sur l'eau. Mais en tout cas, l'eau et l'énergie sont les deux thèmes autour duquel se focalise la question de la sobriété. Et on a bien vu d'ailleurs cette année avec le contrat que vous avez signé avec, que Veolia a signé avec la métropole européenne de Lille, que de nouveaux modèles qui valorisent la sobriété sont en train d'émerger dans vos relations avec les collectivités. En tout cas, donc la question à laquelle vous demande de nous répondre en une dizaine de minutes, c'est comment Veolia peut-il accompagner les collectivités vers la sobriété énergétique? Merci. Alors effectivement, moi je représente la branche eau de Veolia, parce que Veolia, il y a les métiers aussi de l'énergie et des déchets. Alors si on parle juste de l'eau, donc nous on distribue l'eau, enfin on produit l'eau potable, on la distribue, puis on collecte les eaux usées et puis on les traite, pour faire simple. Mais on dit, pour faire un petit comparatif, on est presque plus fort qu'Amazon, puisque chaque jour, à chaque porte de chaque foyer français, on amène 120 kilos de produits. Donc 120 kilos de produits, c'est votre consommation d'eau à peu près chez vous. Et donc pour amener ces 120 kilos de colis quelque part chez vous, il faut de l'énergie. Parce que sinon l'eau elle se trouve dans la Seine et pour l'emmener jusque chez vous, il faut la traiter, il faut l'amener. Et donc, en fait, les consommations énergétiques dans les services de l'eau, ça représente autour de 10%. Alors, comme l'énergie a tendance à augmenter en termes de prix, ça va augmenter, ça peut même valoir 20 à 30% de nos coûts. Et donc, comment on fait pour réduire ça? Eh bien, on essaie de consommer moins, puisque la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. On essaie de mieux consommer. Et on essaye de mieux valoriser. Alors, je vais citer un exemple dans chaque. Consommer moins. Une des solutions là qu'on a trouvées, c'est de mettre des modules d'intelligence artificielle dans nos stations d'épuration, et donc qui vont nous aider à piloter la station d'épuration et à économiser de l'énergie pour traiter toute cette pollution. Consommer mieux, c'est au lieu de se fournir en énergie fossile, on va aller chercher plutôt du panneau photovoltaïque, des énergies vertes qu'on peut, parce qu'on a pas mal de sites, donc on peut installer pas mal de panneaux photovoltaïques sur nos sites, sur nos toitures, sur nos champs captants qui sont des champs avec des puits où on va chercher l'eau. Donc on a beaucoup de place pour pouvoir mettre ça. Et puis ce qui va peut-être vous intéresser un peu plus, donc c'est valoriser mieux. Donc on peut faire ça avec de la méthanisation des bouts de station d'épuration, mais une solution aussi en laquelle on croit beaucoup, c'est la valorisation des calories qui se trouvent dans les eaux usées. Et donc comment on fait ça? Donc on va récupérer la chaleur sur les eaux usées, parce que les eaux usées qui sortent d'une maison, elles sont entre 15 et 20 degrés. Et donc, c'est une chaleur qui est perdue. Et donc, on s'en sert pour aller chauffer soit des installations de type gymnase, une piscine, des choses comme ça, ou alors tout un écoquartier. Ce qu'on fait, par exemple, là, ici les Moulineaux. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui nous intéresse énormément, puisque en termes d'empreinte carbone, si on regarde un petit peu de façon un peu grande maille, donc il y a les transports où on voit qu'on va vers l'électrification, et puis il y a surtout le gaz, et le gaz, quand on regarde la consommation de gaz, en fait c'est surtout pour se chauffer. Donc pour nous c'est une vraie réponse à la décarbonation de notre société, c'est vraiment cette production de chaleur via les eaux usées, puisque les eaux usées il y en a partout en France, en quantité. Donc il suffit de se mettre au pied d'un immeuble, devant un écoquartier ou en sortie d'une station d'épuration pour récupérer cette chaleur. Alors il y a 2-3 petites contraintes techniques, je vais pas rentrer dans le détail là ce matin. Il faut un flux un peu continu et puis des utilisations qui sont pas très très loin. Mais voilà, c'est quelque chose en lequel on croit beaucoup.
Voilà, je vais rester un peu bref. Oui, voilà. tout à fait. On aura certainement l'occasion d'en discuter. Hein. Entre autres, c'est vrai qu'on se demande mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé plus tôt à récupérer cette chaleur des eaux usées. Mais bon, ça fait des années qu'on y pense. Hein. C'est juste à mettre au point. Ouais. Alors, il est temps d'aborder la question de la mobilité. Et Basile Assens, c'est à vous que revient ce privilège. Comment décliner la sobriété énergétique dans des mobilités décarbonées, multimodales? Est-ce que l'Île-de-France nous montre un exemple dont peuvent s'inspirer d'autres territoires? Oui, on a quelques alternatives. Je voudrais remercier tout particulièrement donc l'Art Urbain et surtout Estelle Chevalier pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ici. On a parlé d'habitat intergénérationnel, de transmission de valeurs aux jeunes, une des missions de l'Art Urbain. On a mis la pression aux étudiants pour qu'ils posent leurs questions. Et voilà, je suis heureux de présenter des alternatives à la mobilité. Donc, rapidement, je suis jeune, hein, donc j'ai préparé un petit PowerPoint. Si je peux le présenter, c'est pas mal. Désolé, on a l'alerte de sécurité. Il nous faudrait des étudiants en régie aussi. Là, désolé, l'ordinateur plante. Et la petite croix? Non, mais on n'a plus la main sur rien là. Ah. Bon, donc rapidement, vous n'êtes peut-être pas tous familiers des transports et de la mobilité. Donc, je travaille à Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France. Brièvement, c'est l'autorité qui organise, qui finance, qui gère les transports dans la région. Voilà. Petite précision, voilà. Et maintenant, je pense que j'ai la main. Voilà. Petite précision, ce que vous voyez en bas de la slide, c'est que on a pas mal de compétences, comme vous pouvez voir là, les points qui sont listés, mais on n'a pas la compétence sur l'infrastructure des routes. Donc tout ce qui est réseau viaire, c'est sous la gestion d'autres acteurs, donc des communes, des départements et de l'État. Là, donc tout le domaine qui n'est pas concédé aux concessionnaires autoroutiers appartient à l'État, ce qu'on appelle la DIRIF. Une petite photographie des déplacements aujourd'hui en Île-de-France. Ça provient de l'EGT, qui est l'enquête globale transport, qui permet d'avoir des chiffres sur l'usage, sur les comportements de mobilité. Si on prend la dernière colonne, celle qui date de juin 2022, vous pouvez voir que tous les jours, il y a 39 millions de déplacements en Île-de-France. Un chiffre qui est en diminution par rapport à 2018. Vous doutez bien que le Covid est passé par là, le développement du télétravail fait qu'aujourd'hui, on se déplace moins. Dans tous ces déplacements, la part des transports en commun, donc c'est ce qu'on voit en bleu, c'est 7,5. Elle diminue aussi, elle a diminué avec l'effet du Covid. On n'incitait pas les gens à prendre les transports en commun. J'espère que, et je pense que si on regarde les chiffres de 2023, cette tendance je pense qu'on peut dire que ça repart. En tout cas, c'était une tendance qu'on pouvait voir. Et quand on regarde les deux gros autres postes, voilà, de part modale, c'est donc ce qui est en vert, c'est la marche. On marche beaucoup en fait. C'est 45% des trajets qui sont effectués dans une journée, qui sont effectués en marchant. Et le gros point noir, c'est ce qu'on voit en orange, c'est la part modale de la voiture. Elle diminue certes, mais elle est presque 30%. C'est vraiment la bête noire. Pour avoir un ordre de grandeur, on est plutôt bien placé par rapport à d'autres métropoles. À Rome, on est à 60% de part modale de la voiture, et en Île-de-France, on est à peu près situé comme Copenhague, pour vous donner un ordre de grandeur. 30% c'est auto plus moto, c'est ça? Non, c'est uniquement la voiture qu'on appelle voiture personnelle, véhicule léger, à la diverses appellations, mais c'est uniquement la partie orange que vous voyez, parce que les motos, c'est ce qui est en jaune, c'est très faible, c'est 0,5, c'est 500 000 déplacements dans la journée. Enfin, voilà.
Et pourquoi c'est un point noir, la part modale de la voiture, vous vous en doutez bien, c'est que ça a un bon nombre d'externalités négatives, dont les émissions de GES. Vous avez cette infographique, vous connaissez peut-être, qui est sortie cette année qui a été publiée par le Haut Conseil pour le climat et qui montre les différents postes d'émissions de gaz à effet de serre. On peut voir, et sans surprise, les transports représentent le principal poste. C'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre en France en 2022. Et dans ces transports, la voiture, c'est plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on prend la première ligne, tout en haut, là, les 60 millions de tonnes équivalent CO2, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est énorme. Ça, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à la voiture. Il y a pas mal d'architectes, d'urbanistes, donc j'ai pris rapidement cette photo que j'ai trouvée sur les réseaux qui permet de montrer que ça prend de la place, c'est encombrant et comparé à un bus ou à des pistes cyclables, transporter 50 personnes en voiture, eh ben ça prend beaucoup de place et de l'espace qu'on pourrait utiliser pour aménager des espaces publics, des choses de qualité qui permettent à tout le monde de profiter de la ville. C'est pas vraiment, elle est presque vraie cette image. J'ai un petit doute sur les 9 mètres carrés par personne dans un bus et pour déplacer 50 personnes, il faut peut-être pas 50 voitures, mais on a un chiffre qui est que dans les heures de pointe du matin, le nombre d'occupants dans un véhicule, le taux d'occupation moyen dans un véhicule est de 1,1. Donc, si on voulait être réaliste, il faudrait, pour déplacer 50 personnes, entre 45 et 50 voitures. Donc, on est proche de la réalité, mais voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces voitures, elles ont été faites pour 4 à 5 personnes, et en fait, elles sont utilisées par qu'une personne. Et dans un grand nombre de pays, c'est une denrée rare, on l'utilise au maximum, on est plus que 5 même dans le véhicule, mais dans notre société très individualiste, on est tout seul dans notre véhicule aux heures de pointe du matin dans les embouteillages. Voilà, donc le covoiturage, je voulais y venir. C'est une solution pour limiter ces externalités négatives. Donc, je disais la pollution, l'encombrement de l'espace public, et pour les usagers, ça permet, si je covoiture avec un voisin pour aller au travail, j'économiserai parce qu'on se partage les frais liés à l'usage de cette voiture. Et c'est un aspect pratique puisqu'on réduit les embouteillages et on peut se dire que dans une première phase, ça réduirait les embouteillages, donc ça fluidifierait le trafic, et que dans un second temps, on prendrait des voies de voiture pour en faire de l'espace public. Donc là, c'est résorption de la congestion de voiture, c'est une première étape, mais on peut aller plus loin. Donc bref, le covoiturage, ça a pas mal d'aspects positifs, c'est vertueux, et donc il y a tout un tas d'acteurs qui se mobilisent pour le développer. Donc les entreprises qui génèrent ces flux domicile-travail, qui sont générateurs de congestion, l'État qui a lancé au début de l'année un plan national sur le covoiturage qui incite les conducteurs avec une prime à covoiturer, qui octroie des subventions aux collectivités pour mettre en place des dispositifs d'incitation au covoiturage. Il y a les AOM, donc ce qui est Île-de-France Mobilité, parce qu'elles sont compétentes sur le covoiturage. Et il y a d'autres acteurs, les départements qui font des aires de covoiturage, les communautés d'agglo. J'ai mis les établissements publics d'aménagement. Je pense à l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, par exemple, qui a mené une étude de covoiturabilité pour imaginer des lignes de covoiturage. On va revenir rapidement sur ce qu'est une ligne de covoiturage. Donc en 2017, IDFM a lancé un dispositif d'incitation au covoiturage qui est très simple. C'est 2 trajets offerts par jour pour les détenteurs d'un pass Navigo. Ça se fait grâce à un partenariat avec des entreprises de covoiturage qu'on appelle du covoiturage planifié, parce qu'on va, via une application, on va trouver un partenaire de covoiturage le week-end pour les trajets de la semaine. Et en faisant ça, on cible qui? Les autosolistes, donc ceux qui sont tout seuls dans leur véhicule, et les habitants des zones peu denses qui sont mal ou qui sont peu desservis par les transports en commun.
Donc ça a un aspect aussi social, le covoiturage. Ça permet de faire en sorte que certains qui ont un accès à la mobilité assez compliqué puissent bouger. Je vous mets ici des chiffres sur les volumes de trajets de covoiturage qu'on a depuis 2017. Vous voyez deux pics, c'est les grèves qu'il y a eu en fin 2019, début 2020, et récemment, là, au début de l'année. Vous voyez que c'est là où on utilise en majeur le covoiturage, parce qu'en fait, il est une alternative. Aujourd'hui, il est vu comme une alternative aux grèves dans les transports. Il y a eu la période du Covid qui a été un petit peu désastreuse pour la pratique, et aujourd'hui, les chiffres vont sur une tendance autour de 200 000 trajets, et on voit qu'on a atteint un plafond de verre. On se demande comment faire pour aller plus loin. Pour vous dire que donc en termes de nombre, de volume de trajets, on part de rien, mais donc c'est plutôt bien. Et en termes de qui on cible, c'est en trois quarts des trajets subventionnés sont en lien avec la Grande Couronne. Donc ils ont une origine ou une destination qui se font dans un des 4 départements de Grande Couronne. Donc c'est plutôt bien dans ce sens. Mais on a fait une étude avec l'IFOP il y a 1 an, et on s'est rendu compte que la prise en main de ce dispositif était assez compliquée. Ça se fait via une application, plusieurs mêmes applications. Il y a un parcours client assez fastidieux. C'est pas toujours simple, et on se demandait comment améliorer, massifier la pratique du covoiturage. Et pour ça, il y a deux objectifs qu'on est en train de lancer aujourd'hui. C'est de poursuivre le partenariat avec un unique opérateur, ce qui ferait que pour les usagers, il n'y a qu'une seule application, c'est plus lisible, c'est plus simple, et on n'éparpille pas toutes les offres sur diverses applications. Et en complément, on se disait, on est allé visiter, là vous avez 2 arrêts de covoiturage sur la métropole de Grenoble, on se disait pourquoi pas développer des lignes de covoiturage pour des besoins plus spontanés. On va à un arrêt, et au lieu d'attendre un bus, on attend une voiture qui est pratiquement vide. Et donc, on a une petite carte des premières lignes qu'on prévoit de faire sur le plateau de Saclay. Donc ça, c'est en cours de montage. Je ne pensais pas qu'il était terminé. Donc, tout ça pour vous dire que on fait en sorte de développer le covoiturage. Pour revenir un peu sur... on pourrait résoudre le problème à la source, c'est pour faire le parallèle un peu avec la table précédente. Là, le problème, c'est qu'il y a de l'étalement urbain, et il y a un usage de la voiture qui est trop important. Mais si on arrivait à mettre en œuvre les actions dont on parle, de la ville du quart d'heure, etc., on aurait peut-être moins besoin du covoiturage. Donc moi, quand je suis urbaniste, quand j'ai fait mes études, on me disait que on faisait la ville, c'était faire la ville, mais là je pense qu'on est plutôt dans l'étalement urbain est un fait, et donc le covoiturage est un pansement pour réparer la ville. Voilà. Alors, on va rester dans le domaine des mobilités avec vous, Frédéric Mathis, président de Mila Group, qui est connu pour l'expérimentation de voitures autonomes lancée il y a quelques années à Vélizy. Est-ce que ce sont là les germes d'un modèle transposable dans d'autres territoires, et où en est son développement? Merci de nous éclairer. Oui, bonjour. Donc, Mila Group, nous, on aime bien dire qu'on est constructeur de nouvelles mobilités. Donc, on ne veut pas justement être enfermé dans ce qu'on appelle le véhicule autonome. Alors déjà, on ne fait pas des véhicules autonomes au sens voiture. On ne fait que du transport collectif automatisé. En fait, oui, c'est pas que Vélizy, mais j'y reviendrai. Alors ça rebondit sur ce qui a été dit sur le covoiturage. Nous, notre approche globale, c'est de dire aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de sujets de mobilité. Bon, c'est pas nouveau en fait tous ces concepts de mobilité, mais il y a un vrai souci, c'est qu'il y a un manque de transport qui correspond aux besoins. Donc nous on dit, pour être un peu provocateur, nous on fait du transport et puis les autres ils font de la mobilité. Donc solution de transport. Donc la solution de transport qui nous semble intelligente
est global, hein, c'est-à-dire pas que l'Île-de-France, où il y a vraiment une grosse problématique, mais nationale, y compris les zones peu denses, c'est le transport à la demande. Donc le covoiturage est une forme de transport à la demande, et on vient compléter, ou on vient travailler ensemble, en fait, parce qu'il y a des zones où effectivement c'est intelligent d'utiliser la voiture de son voisin, mais il y a d'autres zones où c'est pas suffisant. Puis il y a aussi un problème de fiabilité, c'est-à-dire que quand on prend un transport et qu'on n'a pas acheté de voiture, donc nous notre objectif finalement qu'on avait traité et qu'on avait discuté ici à la Urbain, c'était déjà de dire mais dans un écoquartier aujourd'hui, quand vous avez un lotissement, un nouveau lotissement, vous construisez l'écoquartier, ou dans le passé vous construisiez l'écoquartier pour mettre des voitures, garer des voitures, et très souvent il y en a, les familles en ont deux, elle est modeste. Une seule voiture par famille, et c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Donc si on a une seule voiture par famille, il faut qu'on ait une offre de mobilité qui soit fluide, qui soit toujours disponible et qui soit bien sûr pérenne et, j'allais dire, efficiente. Donc en fait, le transport à la demande, c'est quoi normalement ? C'est tout simple, j'ai besoin d'une solution de transport. J'ai eu d'applications. Alors n'oublions pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas leur smartphone pour appeler un système de transport. Donc il faut aussi pouvoir téléphoner, garder Internet. Enfin, tous les canaux sont possibles pour que une solution de transport vienne à moi. Alors quand on dit vienne à moi, peut-être qu'on peut faire 200 ou 300 mètres à pied, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc déjà le transport à la demande nous semble une très bonne solution. Et le problème du transport à la demande, c'est que c'est cher, ou que c'est pas financé, ou mal financé. Donc là, le véhicule autonome, en fait, quand il sera à l'échelle, il vise à rendre le transport à la demande efficient, finalement, économiquement viable. C'est son seul intérêt. Comme on dit, ou comme disent les grands opérateurs aujourd'hui, le transport à la demande, c'est un chauffeur qui fait rien pendant 3 heures. Donc le transport à la demande, il a un énorme problème d'efficience, et le véhicule autonome doit pouvoir y contribuer. Ensuite, alors vous parliez de Vélizy, donc Vélizy c'est toujours d'ailleurs, c'est du transfert modal. Donc on est en ville en fait, et pourtant un quartier de 7000 personnes, allez, 2 km, 2 km 5 du tram, et comme dit son maire, 10 ans de malheur. Les travaux, puis une fois que le tram est là, de toute façon les gens de ce quartier, ils sont à 2 km du tram, c'est super compliqué pour eux d'aller prendre le tram. Donc une fois qu'ils sont montés dans leur voiture, c'est foutu, ils sont montés dans leur voiture. Ils vont pas aller prendre le tram à 2 km de chez eux. Donc là tout de suite, évident, transfert, navette entre ce quartier et le tram. Évidemment, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien malgré le Covid ou le télétravail. On a encore des flux pendulaires. Donc en fait, ça marche très bien le matin et le soir. Dans la journée, c'est vide. Et là, le transport à la demande est entre autres automatisé. Ça permet de déporter ou de relocaliser ces moyens de transport vers d'autres zones. Donc cette souplesse, on ne l'a pas. La plupart du temps, on ne l'a pas. Moi, parce qu'on gère aujourd'hui des plateformes de gestion de transport à Monaco. Je vais vous dire comment ça se passe à Monaco. 70 bus 12 mètres. Quand il y a trop de monde dans la rue, ils renvoient des bus. Extraordinaire. Quand je dis ça à n'importe quel opérateur français, ils sont fous. Ça veut dire qu'ils ont des bus de rab, ils ont des chauffeurs de rab, et quand il y a trop de gens, ils renvoient un bus pour qu'il y ait moins de gens dans le bus. Bon, ça, je pense que c'est parce que c'est Monaco. Donc on comprend qu'il y a un vrai problème de financement en fait de cette agilité, et c'est cette agilité qu'ont besoin finalement tous les citoyens pour se passer de leur voiture. Donc à Vélizy, on essaye de couvrir toute la ville et de réaffecter les moyens de transport en fonction du besoin des heures. C'est-à-dire qu'aux heures creuses, c'est des personnes âgées qu'on va amener au club de bridge, pour prendre un exemple concret. C'est fusionné avec le transport solidaire. Pourquoi les mairies ont encore des véhicules de transport solidaire qui ne sont pas utilisés par les autres usagers? Il y a également le transport scolaire, où il commence à y avoir un peu des passerelles entre les objets de mobilité qui servent au transport scolaire et de les réaffecter vers d'autres usagers dans la journée. Et puis, il y a le grand enjeu, du périurbain, ce qu'on appelle les zones peu denses, alors là, qui sont complètement liées à l'aménagement du territoire. C'est pas dur. Les zones peu denses sont les oubliées
du transport collectif. Ça, c'est le rapport du Sénat d'ailleurs qui a fait un long rapport qui décrit ça très bien. Et en fait, il y a plusieurs raisons. Déjà, le mode de financement. Donc, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec le mode de financement du transport public. Vous allez me dire, c'est super compliqué. Mais globalement, on a le versement mobilité. Le versement mobilité, il est essentiellement... Enfin, payé, non, il n'est pas essentiellement. Il est payé par les entreprises. Et ce versement mobilité, il est indexé sur la masse salariale. Et en plus, il tient compte que des CDI. C'est drôle, hein, parce que le CDD, on sait bien qu'il ne se déplace pas. Donc le CDD, lui... Donc si vous avez une boîte avec que des CDD, vous ne payez pas le versement mobilité, ni les apprentis d'ailleurs, ni les étudiants, ni etc. Donc en fait, vous ne payez un versement mobilité que par rapport à votre masse salariale de CDI, et ça concerne que les entreprises de plus de 9 employés, je crois. Donc ça veut dire que dans les campagnes, eh ben, il n'y a pas de versement mobilité, ou très peu. Donc en fait, on ne sait pas financer le transport collectif. Alors on ne sait pas, même si c'est des petits objets, la question est évidemment, hein, c'est pas de mettre des bus 12 mètres ou des 18 mètres, c'est de mettre des navettes, des petits véhicules, toujours électriques, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment que Milan ne produit que des véhicules électriques, voire on peut mettre des range extenders hydrogène si les chemins sont plus longs. Mais il y a un vrai problème de financement du transport dans les zones peu denses, parce que globalement, n'ayant pas ce versement mobilité, vous n'avez ensuite que le prix du ticket. Donc je vais vous donner un exemple. Nous travaillons avec plusieurs communes rurales et on a mis quand même en place des solutions de transport, par exemple à Cœur de Brême, qui est dans l'Indre, pour faire des liaisons entre 5 villages. Alors le maire d'ailleurs de Mézières-en-Brême nous expliquait, si on veut des jeunes, lui il a fait mettre la fibre partout dans sa ville, enfin dans son village et dans les différents villages. Il a même fait des bureaux de coworking. Ok, si vous êtes jeune et vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture, vous n'allez pas là-bas parce que de toute façon, il n'y a pas d'opérateur de transport. Vous n'avez pas de transport. Donc en fait, qu'est-ce qui met en place toutes ces communes rurales? On ne le sait pas assez. Ils font du transport à la demande avec des sociétés de taxi. Le coût moyen entre 5 et 7 km, c'est 32 € le transport. Et l'usager, par contre, lui, il paye entre 2 et 4 €. Donc on comprend que c'est un super service, mais que ça ne peut pas être à l'échelle. Donc en fait, il y a un premier... Alors il y a besoin donc d'efficience, c'est-à-dire il y a besoin de véhicules adaptés, électriques, de plateformes de services adaptés. Ça, c'est évident. Et pourquoi pas, dans certains cas, alors à Mézières-en-Brême, c'était le cas, hein, c'était des véhicules autonomes pour faire baisser le coût de ce transport. Mais il y a aussi le besoin de penser en fait l'efficience et donc comment on finance ces transports. Et là, on est complètement lié à l'aménagement du territoire. Parce que s'il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'il y a des systèmes de transport, en fait, on va peut-être avoir des employeurs. On va aussi quand même avoir, disons, les collectivités locales vont pouvoir flécher un peu de leurs impôts pour cette solution de mobilité. C'est le serpent qui se mord la queue. Et dernière chose qui nous... En fait, on aime beaucoup travailler avec les urbanistes parce que finalement, ça anticipe et ça permet de penser des quartiers finalement sans la voiture ou du moins avec moins de voitures. Mais en même temps, souvent, on a un autre problème, c'est qu'on n'est pas à la même échelle de temps. Finalement, vous êtes à une échelle de temps, c'est assez long de construire, de penser l'urbanisme, etc. Donc nous, je dis toujours à M. Moutard, mais vous êtes gentil, nous, il faut aussi qu'on vende et qu'on mette en place ces systèmes de transport avec des délais plus courts. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque globalement, il faudrait que les systèmes de transport soient déjà en place. Alors on les fera grossir après, mais soient en place pour que finalement, dans l'approche globale d'urbanisation et pour attirer les gens qui viendront acheter les futurs logements, ils aient confiance, ils voient que ce transport est déjà existant. Si ce transport n'est pas existant, ils iront soit, alors ça va être du pavillon individuel avec plein de voitures pour bouger, finalement, vivre.
Et également un problème de foncier, c'est-à-dire que quand on est dans des lotissements, même en milieux ruraux, on va dimensionner le lotissement pour avoir des parkings, des grands terrains, utiliser des garages pour mettre au moins de voitures, qui d'ailleurs très souvent on met son bois de chauffage dans le garage et puis les voitures sont dans la rue. Donc vous voyez, le système il est un peu bloqué. Donc on a un grand enjeu, c'est repenser. En résumé, repenser en fait, comment aider à repenser le financement de cette mobilité dans les milieux peu denses, et ça inclut l'Île-de-France, hein, puisqu'il y a une partie de l'Île-de-France où on est en zone rurale, quoi. Donc ça vient compléter le covoiturage. Et puis l'autre chemin, c'est finalement qui paye les investissements. Alors on est léger hein, en termes d'investissement. Le but c'est de ne pas impacter trop les investissements, puisqu'on va utiliser finalement une infrastructure déjà disponible, c'est-à-dire la route. On fait même des essais actuellement pour utiliser les autoroutes. Donc en fait vous arrivez avec votre... ça existe déjà sur l'autoroute A10, là, en proximité de la région parisienne. Donc vous arrivez avec votre véhicule, la plupart du temps d'ailleurs en covoiturage, vous vous garez à l'extérieur de l'autoroute, il y a une infrastructure qui a été investie pour que vous puissiez descendre sur l'autoroute, et là, un bus, et bientôt un bus autonome vient vous chercher pour vous ramener, là ça va jusqu'à Massy d'ailleurs, donc RER de Massy, voire le TGV. Donc utilisons au maximum les infrastructures disponibles. Néanmoins, il faut impérativement qu'on crante, comme on dit aujourd'hui. Donc il faudrait commencer à mettre en place des systèmes de transport, quitte à ce que la rentabilité soit pas là. De toute façon, le transport est-il rentable? Je pense pas. Donc globalement, on commence à investir, on commence à mettre ces systèmes en place pour générer de l'attractivité, pour que vous, quand vous ayez un projet d'aménagement, vous intégriez cette dimension de transport, et au fur et à mesure, parce qu'il faut de l'agilité, au fur et à mesure où il y aura des habitants et des constructions, on saura le faire grossir et le mettre à l'échelle. Voilà en gros, je peux parler des navettes autonomes pour que ce ne soit pas trop technique. La navette autonome, ce n'est qu'un moyen d'assurer une efficience au système de transport, mais l'enjeu c'est bien le transport à la demande. Merci beaucoup d'avoir placé la question de la mobilité dans le débat sur l'aménagement du territoire. Mais dans une table ronde sur la sobriété énergétique, il est temps d'entendre l'énergéticien. Ce sera donc à vous, Antoine Tobia, qu'incombera ce rôle. Et comme je suis un peu taquin... par rapport aux nouveaux usages, EDF, quand même, on voit plutôt retrouver des solutions qui sont celles des années 70. Mais ce n'est pas pour parler de nucléaire que nous sommes réunis. Vous êtes aussi là pour nous démontrer que vous accompagnez des projets de territoire dans la sobriété énergétique. Alors, je vais commencer, je vais faire un petit jeu de mots. E égale moins de CO2. Donc effectivement, le discriminant, c'est la décarbonation. On le voit très bien, et notamment ce qui affecte les mobilités, et notamment les mobilités lourdes. On a vu le score, le taux d'émission de CO2 sur les mobilités, qui est effectivement la première source d'émission. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vaincre. Et comment le vaincre ? Donc on a élaboré chez EDF plusieurs plans. Il y a eu le plan solaire, où les résultats d'ailleurs ont porté plus que leurs fruits, puisqu'aujourd'hui on a considérablement augmenté le parc photovoltaïque, que ce soit à grande échelle, de façon centralisée ou décentralisée, mais aussi à l'échelle du bâtiment. Et là je m'adresse effectivement aux architectes, où l'autoconsommation solaire individuelle ou même collective, qui commence un petit peu à germer, porte ses fruits en termes d'effacement, on va dire, de la consommation, et de réduction de la facture énergétique. Et puis je vais revenir au sujet, donc le plus récent, un nouvel usage qu'on a porté, c'est l'hydrogène. Et je vais parler d'hydrogène décarboné, celui qu'on fabrique bien sûr à partir d'eau et d'électricité, puisque jusque-là l'hydrogène était fabriqué par
par vaporéformage. Alors, sans rentrer dans un langage technique, en gros, on brûlait du combustible fossile, des hydrocarbures, et en brûlant, on libère l'atome d'hydrogène, mais on émet du CO2. On émettait en gros 10 kg de CO2 pour 1 kg de carburant. Et l'hydrogène électrolytique a l'avantage, c'est l'eau, l'électricité et l'eau, H2O, se forment finalement de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Et donc ce grand plan, le plan hydrogène qui a été lancé, a été impulsé notamment par EDF pour développer d'ici 2030 3 gigawatts d'électrolyseurs, donc en France et même au-delà des frontières. Et donc on a des premiers écosystèmes territoriaux qui vont apparaître d'ici 1 an, voire 2 ans, et qui ont aujourd'hui obtenu les accréditations du ministère de la Transition écologique dans le cadre de France 2030, parce que vous savez que l'hydrogène pèse quand même 9 milliards de subventions dans le cadre de France Relance 2030, c'est presque 10% du plan de relance de la nation. Donc il y a des vraies attentes et des vrais objectifs derrière cela. Et c'est pour servir quoi ? C'est servir effectivement des nouvelles formes de mobilité, puisqu'on veut effectivement équiper à terme des moyens de mobilité lourde en hydrogène. Alors je pense notamment d'abord à la puissance publique. Je vois Île-de-France Mobilité qui s'est également engagée avec le développement des bus, mais aussi toutes les autorités de collecte des déchets, les bennes à ordures ménagères. Donc les premiers projets qu'on a vus apparaître, c'était des usages publics, mais on voit aussi apparaître des usages privés. Et je pense notamment à tous ces transporteurs lourds qui aujourd'hui ont pris conscience qu'à un moment donné, on ne pourra plus rouler avec un moteur thermique dans des zones à faible émission, voire des zones à très faible émission, et qui ont anticipé dès aujourd'hui le changement, le virage. Ils ont pris le virage pour justement intégrer des flottes à hydrogène. Alors c'est vrai qu'un camion à hydrogène, ça coûte plus cher aujourd'hui. C'est pour ça que justement qu'il y a des subventions sur les usages. Il y a des subventions de l'ADEME, il y a des subventions des régions, des subventions européennes. Et en mettant tout bout à bout, plus effectivement un prix de l'hydrogène décarboné qu'il faut aussi maîtriser, puisque l'hydrogène finalement étant un dérivé de l'électricité, il faut aussi assurer une maîtrise sur les prix d'électricité, d'où les grands débats que vous avez vus dans la presse ces derniers temps entre l'Union européenne et la France, pour essayer de maintenir, on va dire, un niveau de prix qui soit stabilisé. Et puis on voit aussi apparaître d'autres usages, les usages aéroportuaires, avec demain l'avion hydrogène, et Airbus effectivement qui se lance aussi dans ce type de projet. Le train à l'hydrogène, on l'a vu, on le voit, il y aura notre premier train hydrogène à Auxerre pour transformer la ligne au diesel qui n'est pas électrifiée, la ligne Auxerre-La Roche-Mégène, et puis le bateau, le fluvial. Alors je vais donner un exemple de projet hydrogène, c'est Vitry-sur-Seine. On est sur le site de notre ancienne centrale thermique que vous connaissez tous et qui est on va dire pas très loin de la Seine. Et donc là, effectivement, en 2025, on prévoit la mise en service d'un premier outil de production d'hydrogène par électrolyse pour desservir justement des usages poids lourds, des usages bennes à ordures ménagères, mais aussi demain des usages fluviaux, puisqu'il y a aussi cette volonté de tout un territoire, même de plusieurs territoires. Si je prends l'axe-Seine, ça va de Paris jusqu'au Havre, de pouvoir aussi utiliser davantage la navigation fluviale et une navigation propre, utilisant justement l'hydrogène. L'hydrogène, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui ne vient pas forcément en concurrence avec d'autres énergies, mais qui vient en relais de la mobilité électrique. On sait que la mobilité électrique sur batterie, elle est aujourd'hui largement développée. On voit des points d'infrastructure de recharge qui se maillent de plus en plus, mais à un moment donné, on arrive forcément à une limite en termes de distance parcourue, quand on voit les zones rurales, quand on fait plus de 200 km par jour ou plus de 300 km par jour et on a un véhicule qui pèse 26 tonnes, forcément on ne va pas équiper en batterie, on ne va pas mettre de la batterie pour transporter de la batterie. D'où l'hydrogène, avec effectivement tous les atouts qu'on retrouve aussi sur d'autres carburants, c'est-à-dire une recharge rapide. Un plein d'hydrogène se fait dans un temps, on va dire, similaire à un plein d'essence. Et puis, voilà, on est aussi amené
à développer aussi l'hydrogène. En premier lieu, alors c'est pas tout à fait l'Île-de-France, mais là on va plutôt aller en province, mais les besoins d'hydrogène sont aussi dans l'industrie. Dans l'industrie, on consomme beaucoup d'hydrogène dans beaucoup de process, dans la verrerie, dans la cimenterie. Et parfois même, on a innové, puisque avec certains cimentiers, notamment avec Vicat, on utilise l'hydrogène, non pas pour consommer de l'hydrogène, mais pour l'associer au CO2, puisque vous savez que l'industrie cimentière est émettrice de CO2. Et en combinant le CO2 et l'hydrogène décarboné, l'hydrogène électrolytique, on forme du méthanol, donc du e-méthanol. Donc il y a aussi toutes ces filières qui vont se développer de e-kérosène, de e-fuel, de e-méthanol, et qui vont permettre aussi d'atteindre les objectifs ambitieux de la décarbonation du territoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, place aux jeunes. Qu'est-ce que vous inspire, chers étudiants architectes, ce que vous avez entendu ? Bonjour, je m'appelle Alice, je suis étudiante en 2e année de master à l'école de Paris-La-Villette. Merci pour votre intervention. Donc j'ai une question pour les acteurs concernés par la mobilité. Parce que, voilà, donc tout à l'heure, on a quelqu'un qui a dit que la bonne énergie, c'était celle qu'on n'utilisait pas. Et là, j'ai l'impression que ce raisonnement-là, il n'est pas appliqué pour les transports. Parce qu'on a le constat du réseau de transport qui est compliqué. Enfin, on connaît comment il est surchargé. On connaît les méfaits de l'usage de la voiture individuelle. Et j'ai l'impression qu'on est encore resté bloqué dans l'idéologie de faut juste trouver... Enfin, c'est un pansement. On continue avec la même quantité de transport, on continue avec les mêmes polarités dans les villes, et on ne remet pas en question cette organisation-là. Donc... voilà, c'est ça ma question, c'est est-ce que le raisonnement, il va parfois au-delà de juste comment vont continuer à se déplacer tous ces gens concentrés au même endroit, parce que, enfin juste pour parler d'actualité quand même, quand on essaye d'améliorer les réseaux de transport, genre avec le Grand Paris, ou créer une nouvelle autoroute, ça pose plein de questions écologiques et éthiques. Je me permets de prendre la parole. La remarque est tout à fait légitime. Je fais le même constat là, après avoir eu une présentation sur l'habitat et l'urbanisme. C'est vrai qu'il manque de transversalité, de pont entre nos disciplines peut-être. Je me suis spécialisé dans les transports, mais j'ai plus du tout affaire au monde de l'habitat. Donc c'était ce que je disais un peu en ouverture, c'est que si on veut résoudre des problèmes de transport, en fait, en premier lieu, il faut résoudre des problèmes d'habitat. Aujourd'hui, on a une métropole qui centralise tout, une ville-centre qui fait qu'on se déplace, il y a des mouvements pendulaires, voilà, mais donc c'est vraiment un souci. Et là, je me tourne vers les urbanistes qui sont chargés de la planification, de l'aménagement du territoire. Ouais, c'est une bonne question. Moi, personnellement, par exemple, j'habite dans une ville nouvelle, à Marne-la-Vallée. C'est un problème de voir des centres commerciaux avec des hectares de parking parce qu'ils ont été pensés trop loin de la ville-centre. Donc, nos prédécesseurs, ils ont fait des bêtises quand même. Alors, dans notre cas, c'est complètement ça. Hein. Un véhicule navette Mila, en gros, ça enlève 4 véhicules particuliers. Donc, on est bien sur une logique de limiter le nombre de véhicules à la route, au-delà du type d'énergie utilisée. Hein. C'est véritablement enlever des véhicules à la route. Ça, c'est la première chose. Et par exemple, on travaille c'est encore l'agglomération de Nice, dans la zone de Carros, où justement, cette zone plutôt industrielle a été pensée autour du véhicule avec énormément de parking, de façon très économique.
globalement, il est plus possible d'industrialiser dans la métropole de Nice parce qu'il n'y a plus de terrain, il n'y a que du foncier pour les touristes. Et en fait, le terrain, si ils l'ont, c'est les parkings. Donc en fait, le fait d'avoir des navettes autonomes et moins de, enfin, en tous les cas, des navettes à la demande et moins de véhicules, ça permet de remettre du foncier à disposition. Et là, en l'occurrence, pour faire de l'emploi productif. Donc on est complètement là-dedans. Et justement, l'aménagement du territoire, c'est clairement, s'il n'y a pas de solution de transport, mais c'est pas simplement, il faut aller vivre dans ce monde-là, c'est pas simplement des solutions de transport pour faire travail-domicile. C'est-à-dire que le télétravail, même là, ça marche pas parce qu'il y a tout le reste. Il y a les écoles, à minima les commerces, il y a finalement la vie sociale. Et globalement, dans ces communes-là, les gens en moyenne font 50 km par jour. Et c'est des petits déplacements, mais ils en font plein. Donc il faut leur amener des solutions de transport, sinon il n'y aura pas effectivement, pour moi, d'aménagement du territoire au niveau national, et donc on sera obligatoirement tenté de tout centraliser vers les métropoles. Clairement, sinon il n'y a pas d'autre solution. Donc complètement, les solutions qu'on développe en tous les cas, elles visent à enlever des véhicules, vraiment enlever des véhicules à la route et jouer sur l'aménagement du territoire. Donc vous êtes vraiment complètement dans les nouveaux usages, et c'est peut-être pour reposer la question de notre étudiante, on n'a peut-être pas vraiment bien tracé la frontière entre garder les mêmes usages mais avec des solutions décarbonées et vraiment changer les usages. Et ça, cette question, c'est vraiment effectivement à vous que je pense elle se pose au premier chef, Antoine Tobia, parce que vous avez développé cette solution technologique de l'hydrogène, mais sans vraiment nous dire comment elle s'articule avec la notion de sobriété énergétique qui est le thème de notre table ronde. Je voulais juste évoquer une illustration aussi là, par rapport à la question qui a été posée, où l'énergie non consommée, finalement, c'est celle, effectivement, c'est la meilleure. On a des exemples. J'ai un exemple marquant dans les territoires ruraux, où on a travaillé avec un développeur de tiers-lieux. Ce développeur de tiers-lieux réhabilite souvent des bâtiments anciens ou insalubres, voire désaffectés dans les campagnes. Et l'idée, c'est plutôt pour des gens qui vivent en ruralité, plutôt que de télétravailler chez eux, ils vont télétravailler près de chez eux, sans forcément prendre les transports en commun ou la route. Et donc, on a valorisé cette énergie non consommée en termes de carburant en économie d'énergie, donc en certificat d'économie d'énergie. Donc, on a trouvé un levier quelque part aussi incitatif à développer cette forme de non-mobilité, justement aussi au regard du développement des territoires ruraux. Voilà, ça c'était la première illustration. Après, sous l'angle l'hydrogène quelque part. Alors attention, l'hydrogène aujourd'hui ne concerne pas vraiment le grand public. On est, comme on disait, on est sur de la mobilité très lourde qui vient en relais de la mobilité électrique. Alors ça reste une mobilité électrique, il ne faut pas l'oublier, puisqu'on transforme l'hydrogène en électricité en termes de pile à combustible. Là, on est plus sur j'améliore le cadre de vie urbain. Je prends l'exemple de territoires très contraints où il y a des fois 3 autoroutes, d'énormes plateformes logistiques avec des trafics de camions très élevés, une densité donc très importante. Donc c'est aussi, là ça participe plus finalement, j'irais à la réduction des nuisances que sont le bruit et la pollution de l'air. Voilà, très clairement. Sur les principes de sobriété, voilà, on sera plus sur d'autres usages. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, le pilotage énergétique intelligent, la sensibilisation aussi au mode de consommation d'énergie. Quand on recharge sur des choses très simples, on recharge ses smartphones, on recharge ses tablettes multipliées par 2, par 3, par 10.
On s'est rendu compte que l'hiver dernier, avec la grande campagne qu'on a pu faire de communication justement sur la sobriété énergétique, on est arrivé quand même à réduire de 7 ou 8% la consommation d'électricité au niveau France. Donc ça veut dire que les messages passent bien. Et là, on est sur la sobriété. La sobriété, c'est le premier socle. Et puis après, on va vers plus d'efficience, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et puis après, le Graal, c'est la décarbonation. Très bien. Est-ce que d'autres étudiants souhaitent prendre la parole? Bonjour, je m'appelle Pablo Leclerc, je suis étudiant à l'école de Paris-la-Villette en dernière année. Et moi, je me pose la question de relier les problématiques qui ont été soulevées à la table de ronde d'avant aux réponses qui sont apportées, parce que vous avez pu dire, par exemple, que pour générer de l'attractivité dans un territoire, d'abord, on fiabilise le réseau de transport pour pouvoir construire du bureau et que le logement et le besoin, finalement, allait dépendre de cette fiabilité-là. Ma question est la suivante. Comment, dans la politique de réduction de l'artificialisation des sols, avec les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, le fait qu'on sache très bien que 90% de la ville de 2050, elle est déjà construite aujourd'hui, on peut partir de cette problématique-là de il faut qu'on considère cet existant commun pour entretenir le réseau, et pourquoi est-ce qu'on ne développe pas une urbanité autour des réseaux déjà existants par ailleurs? Et ça revient aussi aux problématiques d'énergie. Quand vous dites que l'hydrogène, c'est pas une énergie qui va en concurrence avec les autres, ça veut dire que ça va venir s'ajouter à nos dépenses énergétiques, et finalement, ça renforce aussi notre dépendance à l'énergie et à l'usage des fossiles. Voilà. C'est un peu ma question. C'est un peu large, mais... Je peux répondre par rapport à ce que je disais sur le système de transport. On est complètement là-dedans. En fait, le but, c'est d'utiliser les infrastructures qui sont disponibles, c'est pas d'en construire d'autres. Donc le transport à la demande léger, quoi, on va dire, il utilise finalement les routes et même, j'allais dire, les chemins vicinaux qui existent dans chemins ruraux, on va dire, plutôt vicinaux, chemins ruraux qui sont directement disponibles. Non, l'enjeu, il est celui-là, c'est qu'il y a énormément d'infrastructures disponibles, sous-utilisées. Et même sur les autoroutes, l'exemple que je prenais tout à l'heure sur la 10, c'est bien d'utiliser cette infrastructure autoroutière qui n'est pas bondée. C'est-à-dire, ok, il y a des flux pendulaires à un moment, mais enfin, la plupart du temps, l'autoroute A10 à l'approche de Paris, sur les 3 voies, il y a au moins une voie totalement vide à peu près 80% du temps. Donc le but, au contraire, en tous les cas pour nous, c'est d'aller utiliser une infrastructure qui existe. On n'en recrée absolument pas. Il y en a tellement en France qu'elle est plutôt sous-utilisée. Et dans les zones rurales, il n'y a absolument pas de souci d'infrastructure. Les routes, elles sont partout. Donc on peut les utiliser pour faire un transport, j'allais dire, fiable. C'est même pas d'aller recréer des voies de chemin de fer. Dans le cas de Milan, on travaille avec la SNCF pour réhabiliter les voies de chemin de fer existantes, pour mettre des navettes rail-route et utiliser les voies désaffectées. Ça, c'est vraiment notre ADN. On ne recrée pas d'infrastructures, un peu d'infrastructures numériques pour faciliter l'accès à ces transports, mais pas d'infrastructures lourdes. Pour parler d'artificialisation, quand on fait des projets hydrogène, je prends l'exemple de Vitry, on le fait déjà sur notre foncier qui accueillait déjà des moyens de production. Donc on est sur des terrains qui, pour le coup, sont déjà prêts à l'emploi. Voilà, on ne crée pas d'artificialisation. Deuxièmement, bien au contraire, on ne dépend plus d'énergie fossile. Quand on fait de l'hydrogène électrolytique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça vient se substituer à l'hydrogène fossile. Donc on est moins dépendant des énergies fossiles, au contraire, on est dans la réaffirmation de l'indépendance énergétique et de cette indépendance, donc de cette non-dépendance aux énergies fossiles. Et puis on ne vient pas rajouter une dépense. Aujourd'hui, voilà, il y a des transporteurs, il y a déjà des équipements qui circulent, donc on met en place une énergie beaucoup plus vertueuse, moins carbonée. Et sur le plan aussi de la pollution atmosphérique, on est forcément sur des niveaux beaucoup plus satisfaisants que ce qu'on connaît par rapport à des énergies, des carburants fossiles, surtout en mode urbain.
Donc ça participe aussi quelque part à l'attractivité d'un territoire. Chaque territoire aujourd'hui élabore son plan climat, air, énergie, le PCAET, et donc ces actions-là, elles figurent au premier plan. Donc non, bien au contraire, c'est justement le principe même de ne plus être dépendant et d'éliminer progressivement les énergies et les carburants fossiles. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on base le raisonnement sur le fait de développer davantage une croissance démographique et économique sur un territoire, et que donc ça veut dire que ça ne va pas venir remettre en question les mobilités d'avant, mais plutôt en rajouter une autre au parc existant qu'on a. Non, c'est des substitutions, en fait. Bah, là, ça me permet de parler d'un terme qu'on n'a pas évoqué, c'est l'intermodalité. C'est le fait c'est le traitement. Aujourd'hui, on est multimodal. On fait du vélo, on utilise les transports en commun, etc. Et l'intermodalité, c'est le traitement de ces nœuds de transport, d'un passage à un autre mode. Donc, on rajoute certes des modes, mais ils sont traités. Le passage d'un mode à un autre est traité avec cette intermodalité. C'est un travail qu'on mène sur les gares franciliennes, où en fait on développe des consignes vélo, on aménage des gares routières qui soient le plus intégrées à l'espace gare. Et donc tout ça fait pas une superposition. C'est ce qui permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas une superposition de modes, et que voilà, on ait une liaison entre tout ce qu'on voit se développer sur la voirie, les nouveaux engins, les nouvelles mobilités et tout ça. Je vais peut-être essayer de traduire avec d'autres mots la question de Pablo. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec moi, mais ce que je ressens dans sa question, c'est: est-ce que le capitalisme est compatible avec la sobriété ? Et il y a une espèce, il y a une espèce quand même de contradiction entre une logique de notre système de marché qui veut qu'on consomme toujours plus, et qu'à un moment donné, c'est ça qui nous conduit dans une impasse. Néanmoins, peut-être, et je ne sais pas si Veolia peut avoir des réponses, mais cette expérience de la métropole européenne de Lille, j'ai trouvé intéressant parce que justement, ils ont trouvé un système, semble-t-il, de rémunération de la sobriété. Alors, comment ça marche ? Est-ce que c'est transposable à l'énergie ? Et est-ce que, de ce point de vue-là, il y a un système d'offres et de demandes qui puisse effectivement nous faire progresser vers la sobriété ? Oui, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, le modèle économique de l'eau, que ce soit chez nous ou chez une régie publique, c'est pareil, c'est basé sur le mètre cube. C'est-à-dire, plus il y a de mètres cubes qui passent par votre compteur d'eau potable, plus la facture augmente, quoi. Et plus vous gagnez de l'argent. Oui, tout à fait. Nous ou les régies, je précise, c'est pareil. Et effectivement, dans le cas de Lille, en fait, ils étaient confrontés à une baisse des ressources. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour... même sans forcément accompagner une croissance de population ou un développement, mais au moins à population égale, comment est-ce qu'on fait pour diminuer la pression sur les ressources ? Et donc, c'est en changeant un peu le modèle économique, c'est-à-dire qu'on va se faire rémunérer sur les économies qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on s'engage sur, je vais dire, une période de 10 ans, par exemple, à faire baisser la consommation individuelle des foyers. Donc ça peut être par des campagnes d'information un peu de type ce qu'a fait EDF pour baisser la consommation d'énergie des foyers l'année dernière. Mais ça peut être aussi pour travailler sur les infrastructures, pour moins perdre d'eau entre le moment où on la pompe dans un puits et le moment où on l'emmène dans les foyers. Voilà, c'est tous ces moyens-là qu'on met pour être plus efficace et moins mettre la pression sur les ressources et moins pomper d'eau dans les nappes ou dans les rivières. Voilà. Donc effectivement, il y a un modèle à trouver, un modèle économique à trouver, qui est effectivement le modèle qui a été proposé à Lille pour arriver à cet objectif. Ça vous paraît reproductible avec des fournisseurs d'énergie ? Alors, nous, la différence de l'eau, l'énergie, j'en dis rien, mais l'eau, c'est très très local. Il faut bien avoir en tête que on ne produit pas l'eau dans Paris comme on l'a produit en banlieue.
puisque c'est des sources différentes. On ne produit pas l'eau à Lille comme on l'a produit à Marne-la-Vallée, dont on parlait tout à l'heure. C'est pour ça que, il y a des enjeux qui se cristallisent sur les méga-bassines, sur des choses comme ça, mais attention, c'est très très local. On peut avoir des nappes qui sont en danger à un endroit et 10 km plus loin, ça n'est pas le cas. Donc ça se regarde toujours vraiment de façon très fine sur un territoire. Mais bon, j'imagine que les énergéticiens y réfléchissent comme modèle économique. Juste pour préciser, l'hydrogène, c'est très local aussi. L'idée, c'est pas d'aller à 100 km, mais quand on élabore en tout cas un écosystème territorial hydrogène, au sens de l'ADEME, c'est pour distribuer cet hydrogène dans un périmètre de 20 km. Mais vous imagineriez à EDF être rémunéré en proportion non pas de l'énergie que vous vendez, mais de celle que vous ne vendez pas? Je rappelle que c'est les deux finalement, parce que on parle de l'optimum, alors je vais pas utiliser un langage trop technique, mais c'est production, plus transport, distribution, plus consommation. Donc quand on gagne, quand on élimine ou on efface on va dire 1 kWh en consommation, on le gagne quelque part sur la production et sur la distribution. Donc on sollicite moins les outils de production, on sollicite moins les moyens de distribution, et on arrive aussi à réduire la facture énergétique du consommateur. Donc c'est un équilibre vertueux. Donc ce qui est le plus important, c'est toujours la synchronicité entre la production et la consommation. Et c'est vrai que le grand public voit toujours la finalité de l'énergie, mais en réalité c'est un système industriel très complexe, avec des lois et des comportements physiques et financiers qui doivent être pilotés, je dirais, heure par heure, voire même à la minute. D'où les effacements d'énergie qu'on a connus aussi auprès des industriels, où on rémunère un effacement. Là, vous avez vu, il y a une option qui est pour le grand public, alors ça parle peut-être un peu plus pour vous maintenant, l'option tempo, où on a les jours bleus, les jours blancs, les jours rouges, et quelque part, on arrive à une économie quand même substantielle sur sa facture, si on consomme mieux ou on consomme moins aux bonnes heures. Voilà. Donc il y a quand même derrière aussi un système technique qu'il faut appréhender, mais l'option tempo, par exemple, est en train de décoller. Donc on voit bien que le public aujourd'hui est suffisamment, on va dire, renseigné, ou est prêt en tout cas à jouer le jeu, au même titre que les industriels jouent le jeu. Quand ils s'effacent, c'est souvent un préavis de 10 minutes avant. Et vous voyez, donc c'est pas le jour d'avant, c'est 10 minutes avant. Mais voilà, on arrive à trouver de très belles économies et de rendre le système électrique vertueux. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Voilà, le micro arrive à vous. Donc Mouna Dorali, architecte urbaniste. J'aurais aussi une question, ou du moins donc à Monsieur Hassan, concernant en fait le métro, et l'usage du métro qu'on en fait au quotidien. En fait, c'est un espace qu'on pratique quotidiennement, et en fait simplement des fois par le fait de comparer Paris avec Naples ou Stockholm, où en fait il y a eu un effort mais réellement consistant à faire de l'expérience en fait de ces trajets quotidiens une expérience agréable par la présence de l'art, et à donner envie en fait finalement aux gens de revenir dans cet espace, parce que là concrètement dans le schéma d'une vie humaine, on a un gosse, on a une voiture. Faut déposer le gosse le matin et ainsi de suite. On voit très peu d'enfants même utiliser cet espace-là, même accompagnés ou pas. Et je me suis toujours posé cette question-là. Comment peut-on rendre ce lieu beaucoup plus agréable, et il faut
il faut rendre les transports sexy, c'est vrai. Ça passe par plein de choses. Ce que je présentais au début, c'était l'offre de services qu'on propose et aussi la qualité de service, le fait de mesurer le fait qu'on la ponctualité, la fréquentation, etc. Donc ça, on travaille avec les opérateurs pour aller toujours tendre vers le meilleur. Mais pour rendre le transport sexy, ça suffit pas. Il faut en parallèle rendre la voiture pas sexy. Aujourd'hui, c'est quand même un idéal pour plein de gens. Mais c'est bien. Il y a un bon pote qui est un activiste pour le climat, vous devez le connaître, qui a sorti une infographie très intéressante sur le coût réel d'une voiture. Et on voit que en fait, ça coûte un bras de posséder une voiture. Il y a donc il y a l'achat, il y a l'assurance, il y a les révisions, il y a tout un tas de dépenses qui font qu'à l'année, une voiture, je crois que c'est 4 500 €. Donc, si on mettait l'accent sur l'automobile, en fait, c'est pas l'objet tant rêvé que ça, que 95% de son temps, elle est garée, et que voilà, ça fait le parallèle avec l'autopartage qui a été abordé rapidement. Si on pouvait faire en sorte de mettre le point sur les impacts négatifs de la voiture, ça permettrait de rendre les transports attrayants, attractifs. Mais donc il y a ce travail qu'on mène en parallèle pour essayer de faire en sorte qu'une famille se dise pas « ah mais c'est une galère avec une poussette de prendre les transports », que des touristes privilégient une carte de transport en commun à la semaine plutôt que la location de trottinettes par exemple. Ou voilà. Et également, est-ce que c'est peut-être impossible d'envisager aussi une défiscalisation, c'est-à-dire en fait de ce système de récompense, en fait on le voit par le biais donc de la rénovation thermique, énergétique du bâtiment, mais peu finalement de récompenser en fait l'usage des transports en commun. Je pense que c'est quelque chose qui doit être amplement encouragé. Oui, et ben il y a des leviers pour ça. Le fait que l'employeur aujourd'hui, les employeurs prennent le remboursement du pass Navigo, ça contribue à ça. Et aujourd'hui, il y a aussi le FMD, le forfait mobilité durable, qui permet à tout salarié de recevoir un chèque jusque, j'ai oublié à chaque fois, mais c'est entre 400 et 800 € pour l'usage du vélo, des modes vertueux. Donc il y a quand même en place, il a été mis en place des dispositifs pour favoriser ces mobilités. C'est vrai qu'on pourrait aller plus loin. Je suis allé à Bruxelles récemment. Eux, ils ont une prime à la conversion électrique différente de la nôtre. On abandonne sa voiture et on reçoit pas un chèque pour en acheter un nouveau électrique. On abandonne sa voiture et on a un chèque pour utiliser l'autopartage, les mobilités douces, et qui est plus important que ce qu'on a sur le FMD. Mais c'est vrai que sur la tarification, la fiscalité, il y aurait des choses à faire. Pardonnez-moi, mais je crois que vous répondez sur un registre très rationnel. Et il me semble que la question qui était posée vous invitait aussi à parler d'art urbain. Et pour terminer cette matinée, ce serait peut-être aussi bien de revenir à ces dimensions plus... comment aller vers la désirabilité de la sobriété, notamment à travers le registre artistique. J'aurais du mal, je pense, à vous donner mon point de vue personnel, parce que je vous dirais allez graffer sur les trains, et c'est pas ce que je dois dire. Mais là, par exemple, sur le Grand Paris, désolé, j'ai fait un petit... En plus, il y a mon ancienne chef. Mais il y a des initiatives qui sont en cours avec le Grand Paris Express. Il y a des artistes qui ont été missionnés pour chaque gare. Il y a une œuvre qui sera mise en avant dans chaque gare du Grand Paris. Les 60 gares du Grand Paris, voilà, il y aura
on mettra en lumière l'œuvre d'un artiste francilien. Donc ça y contribue. Je ne sais pas si ça vous suffit, mais dans ce cas-là, prenez les pinceaux et faites quelque chose. Je rebondis là-dessus parce que pour nous, c'est essentiel. Donc c'est essentiel pour créer de l'attractivité sur nos véhicules, mais pas seulement sur les véhicules. Donc déjà, on travaille le design extérieur pour donner envie de monter dans ce type de véhicule, mais aussi et beaucoup la vie à bord. Donc par exemple, à Aix-en-Provence, on a fait pendant 1 an un service particulier. Il y avait vraiment une approche de vie à bord. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce véhicule ? Alors ça allait très loin, hein. Il y a eu des choses créatives, vous ne pouvez même pas imaginer les idées que les gens ont eues, très éloignées finalement d'une vie à bord d'un métro. C'était l'occasion en fait de repenser. C'était aussi l'occasion, par exemple, là on passait à côté d'une zone Natura 2000, donc d'avoir de l'affichage, soit sur son smartphone, mais encore mieux sur les vitrages du véhicule, lorsqu'on croisait. Alors d'ailleurs, le projet s'appelait le projet Demoiselle, ce qui n'a rien à voir, ce qui est une libellule, alors on va dire ça comme ça. Donc la Demoiselle est une forme de libellule, donc il y avait toute une information contextuelle de ce qu'est la libellule Demoiselle dans cette chose, dans cette zone. Effectivement, nous, on a dû prendre ce sujet parce que comme on faisait des véhicules autonomes, on nous a dit acceptabilité, etc. Il faut rassurer les gens. Bon, sincèrement, ils ne sont pas très inquiets, mais ils attendent, parce que c'est innovant, une vie à bord différente. Et ça, c'est effectivement un sujet important. Et là, pour le coup, même si ce n'est pas des gros véhicules et partagés, on ne vit pas la même chose dans ce type de véhicule que dans sa voiture particulière. Ouais. Donc c'est un vrai sujet. Ouais. Voilà un pas franchi vers la sobriété heureuse.